Vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, l'attente des Togolais au lendemain des élections municipales d'hier dimanche. Aucun chiffre n'a fuité hier à la nuit électorale. La place des mathématiques dans la technologie, de plus en plus d'innovation dans le secteur pousse à l'amour de la discipline. On en parle ce soir dans cette édition. Et puis, ce spectacle grandeur nature au stade omnisports de Lomé hier dimanche, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean étaient en grande parade. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le journal. Et nous ouvrons cette édition par ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le jeudi 27 juin 2019, un grave incident consécutif à un litige foncier s'est produit à Ganlo dans la préfecture de Loti Sud. Il a occasionné des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. En effet, il convient de préciser qu'un litige foncier datant de plusieurs années et pendant devant la justice oppose les communautés Tchokossi et Nyanya dans la dite localité. Étant donné que les domaines litigieux sont des terres exploitées par des populations paysannes et en attendant toute décision de justice, le juge a autorisé les deux parties à poursuivre leurs activités sur les parcelles qu'elles cultivaient. Malheureusement, ce jeudi 27 juin 2019 et contre toute attente, des jeunes Nyanyans ont surgi et assommé des Tchokossi qui étaient en train de cultiver leurs parcelles. Il s'en est suivi sur les lieux un affrontement entre les deux communautés. Cet incident s'est répandu dans tous les villages de la préfecture, a pris de l'ampleur et s'est poursuivi dans la journée du vendredi 28 juin 2018. On déplore 2 morts, une dizaine de blessés et plus de 50 maisons incendiées. Aussitôt informés des faits, les éléments des forces de défense et de sécurité sont intervenus pour ramener le calme dans la préfecture. Une trentaine de jeunes instigateurs interpellés seront présentés au juge pour répondre de leurs actes. Toutefois, les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur ce grave incident malheureux et les actes inciviques inhérents. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite en outre toutes les parties au calme et à la retenue, surtout en cette période électorale, tout en les rassurant que les mesures seront prises pour que justice soit faite. Communiqué donc du général de brigade Damran Yak. Pas de tendance ni de résultats annoncés, juste une indication donnée par le président de la CENI sur le taux de participation. La nuit électorale est plutôt largement revenu sur le processus électoral des municipales au cours de l'émission en direct à la télévision togolaise. Les temps forts de cette émission avec Ekwesala. La Commission électorale nationale indépendante au soir des élections municipales. Face au public présent à cette tradition, le président de l'institution n'a échappé à aucune des questions de gestion de vote. Le processus électoral, les dispositions techniques, le scrutin proprement dit, chaque aspect de ces élections locales a été pris en compte au cours de ces débats. Chambakou Ayassor juge de ces consultations électorales satisfaisantes malgré quelques difficultés. Les élections des conseillers municipaux est un nouvel exercice sur lequel nous reprenons la main et c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques petites difficultés qui sont présentées. Mais globalement, sur l'ensemble du territoire, le processus s'est très bien passé. Nous avons fait le tour des régions, sans trop de triomphalisme. Nous pouvons quand même dire qu'on se frotte les mains
d'avoir pu faire ce parcours en si peu de temps. Et ces difficultés en question ont d'ailleurs amené la CENI à reporter les votes dans 3 différentes communes. Il s'agit des communes AV2, Bassar 4 et Oti Sud. Dans le processus de la production des bulletins, nous avons eu quelques difficultés sur ce qu'il ne fallait pas laisser aller une situation dans laquelle les électeurs seraient pénalisés sur cette ligne particulière. Dans Oti Sud, nous avons eu le rapport d'un certain nombre de difficultés d'ordre social, là qui n'étaient pas nécessairement liées au processus électoral. Et il a été préférable de ne pas ouvrir les bureaux de vote. Et là aussi, la reprise sera faite sur la base des propositions que la CENI va formuler à l'attention du gouvernement pour de nouvelles dates pour reprendre les élections dans ces 3 localités. La mission de la Force Sécurité Élection 2019 a été également d'un grand appui dans le processus électoral. Ici, le responsable de la FOSE 2019 est revenu sur les différentes interventions menées. On a dénombré quelques incidents. Il y a eu des interpellations dans le souci d'éviter que les choses ne dégénèrent. Nous sommes témoins des événements qu'il faut relayer objectivement. Du côté des candidats indépendants, du côté des listes de UNIR, du côté des listes de ANC, comme des autres partis, si on fouille à tous les côtés, il y a eu des gens qui voulaient avoir davantage de voix et voulaient utiliser des moyens très peu orthodoxes pour avoir plus de voix. En mi-journée, nous avons interpellé près d'une vingtaine, mais le soir, comme c'est un mélange de tous, nous avons voulu que tous repartent chez eux pour susciter, pour encourager davantage un climat d'apaisement. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Vous savez, nous avons déployé les équipes à l'intérieur du pays, dans toutes les régions. À Dapan, pour la région des Savanes, il y avait le vice-président, M. Olympio. La région de l'Akara a été couverte ou supervisée par Mme Adrou. La région centrale par M. Sabi. Les plateaux ont été subdivisés en 2. Plateau Est par M. Kanak Lal et les plateaux Ouest par M. Zeus. Étant entendu que la région maritime, Lomé, commune, la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agognivé sont supervisées, couvertes par 4 autres membres, dont le président, les 2 rapporteurs et le ministre Agbeka. Nous avons aussi le service monitoring qui est basé au niveau de la HAC, du siège, qui couvre toute la région maritime. Donc, à l'issue du vote, les équipes ont fait le rapport, un rapport à mi-parcours pour dire que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, sans incident. Les différents médias ont fait le travail qui était le leur, étant entendu que avant même le scrutin, nous avons organisé un certain nombre de séminaires dans toutes les régions, aussi bien pour les partis politiques que les médias, pour la couverture de la campagne, la couverture du scrutin et même pour la proclamation des résultats. La CENI estime le taux de participation à ces élections municipales entre 60 et 65%. Pour l'heure, la Commission électorale nationale indépendante va d'abord procéder à l'acheminement des bulletins de vote sur l'ensemble du territoire, suivi de la compilation des données. Et les résultats sont attendus dans les prochains jours. Et en attendant justement les premiers résultats provisoires de ces élections municipales, eh bien retour ce soir encore sur le mode de scrutin de ces municipales. Comment se fera surtout la répartition des sièges? Les explications dans ce dossier signé Jazim Nabaka. Le code électoral est clair et formel. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle. Selon les dispositions de l'article 273, l'attribution des sièges est faite selon le système du quotient électoral communal et au plus fort reste. Il y a un certain nombre de données qu'il faut avoir en tête.
c'est ce qu'on appelle les suffrages exprimés. Les suffrages exprimés égale le nombre de votants moins le nombre de bulletins nuls. Donc on prend ces suffrages exprimés. On le divise par le nombre de sièges à pourvoir dans la commune. Donc si c'est 15, on met suffrages exprimés divisé par 15, ça donne un résultat. Ce résultat s'appelle le quotient électoral. On prend maintenant les suffrages obtenus par chaque liste et on divise par ce quotient le résultat obtenu par la division là. Il se peut que dans la division, on trouve des chiffres au-dessus de entre 1 et au-delà. Mais on peut trouver aussi des chiffres 0 parce que le score obtenu par la liste est inférieur au quotient électoral. Donc c'est 0. Mais celui qui a la division donne un résultat, je dirais, positif. Même s'il y a une virgule, on ne tient pas compte des virgules. C'est le chiffre entier qu'on prend en compte. Donc si la division donne pour une liste 2,30, c'est 2 sièges que la liste a gagné. Dans un premier tour, on fait la division avec tous les suffrages exprimés. Et on regarde ceux qui ont au moins 1 et au-delà. C'est ça qu'on appelle la première répartition par quotient électoral. Il peut se trouver que on n'a pas pu trouver le nombre de sièges qui est prévu et il en reste. Donc s'il reste, la loi dit il faut attribuer ces restes. Donc s'il reste par exemple 5 sièges à pourvoir, les 5 sièges doivent être attribués au reste. Lorsqu'on a fait la division, on enlève le résultat de la division des chiffres obtenus pour trouver le reste. Et on classe les restes. Il se peut même par exemple que la première liste ait encore un reste supérieur aux autres. La première liste aura encore un conseiller municipal. Donc on classe les restes. Et il reste 3 sièges à attribuer. Le premier en classement, c'est-à-dire qu'il y a le plus fort reste, le nombre le plus grand, lui prend un siège. On passe au deuxième, le deuxième prend le deuxième siège. On passe au troisième, le troisième prend le dernier siège. En principe, avec ce décompte-là, on doit pouvoir attribuer tous les sièges. Le choix de ce mode de scrutin par le législateur n'est pas fortuit. Il présente bien des avantages. Avec ce système, on ne va pas faire un deuxième tour, sauf si la Chambre administrative annule entièrement les élections dans une commune. Ce système favorise l'accès des plus petits partis, des plus petites listes au conseil communal. C'est son seul avantage. Parce que si vous avez, ne serait-ce qu'une fois, le quotient électoral, vous avez déjà un conseiller. Les plus grands partis aussi peuvent avoir beaucoup de conseillers, mais quand même ça permet aux petits partis de faire leur entrée. Et l'inconvénient, c'est qu'ils deviennent rois. Ils deviennent rois au conseil. Ils peuvent défaire et refaire les majorités. Il est donc évident qu'en optant pour ce mode de scrutin, les plus hautes autorités togolaises veulent ancrer et consolider la démocratie au Togo dès la base avec le jeu des alliances. L'option permet également de mettre ensemble les compétences des différentes forces vives au service du développement concerté et inclusif des communes. Cela traduit de fort belle manière la vision du chef de l'État, vision cristallisée dans le plan national de développement PND 1822 qui veut qu'aucun Togolais ne soit laissé de côté dans la gestion des affaires et des biens publics. Et voilà donc la répartition donc des sièges par un système algébrique. Et elles sont aujourd'hui partout avec le monde actuel, la technologie avancée, les mathématiques sont de plus en plus sollicitées, élèves, étudiants sont incités de plus en plus à l'homme depuis ce matin à se familiariser avec les modèles les plus innovants. Carmen Madiakampo.
Chercheurs, étudiants en master, doctorants et experts en mathématiques échangent et partagent leurs expériences pour mieux contribuer au développement des mathématiques en Afrique et dans le monde. Pendant 2 semaines, ces acteurs venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont revisiter les théorèmes couramment utilisés dans la recherche de solutions aux différents problèmes de la société. À ces écoles mathématiques africaines, il sera principalement question d'initier les étudiants aux modèles mathématiques les plus innovants. Dans le domaine des mathématiques, nous avons souvent des difficultés à accueillir des gens parce que les gens ont souvent l'idée que c'est un domaine complexe. Et donc, le fait d'organiser ce genre d'école permet de démystifier l'idée que les gens, l'appréhension que les gens ont vis-à-vis des mathématiques. Et ça permettra un mélange entre les jeunes chercheurs, n'est-ce pas, de l'Afrique et avoir d'autres expériences pour pouvoir mieux partager leurs connaissances, n'est-ce pas, à travers le monde entier. Les écoles mathématiques africaines sont à leur 2e édition au Togo. Elles constituent donc une occasion véritable de donner aux passionnés des maths les bases de l'intelligence artificielle. Ça permettra à l'Afrique de former ses produits en mathématiques par les Africains. Parce que chaque pays a ses champs disciplinaires, ses compétences. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans passer par le TIC. On ne peut rien faire sans passer de la technologie. On veut maintenant faire connaître quelle est la capacité des mathématiques dans l'innovation technologique. Au cours de ces 2 semaines, on verra les modèles qui permettent d'interpréter les phénomènes dans le sens de la technologie. Les enquêtes réalisées au Togo montrent que les proportions des apprenants des séries scientifiques et des enseignants en mathématiques sont faibles. Il en est de même sur tout le continent. L'organisation des écoles mathématiques africaines peut significativement contribuer à inverser la tendance pour permettre à l'Afrique de mieux contribuer à l'évolution technologique. Arrête justement un moment sur l'intérêt aujourd'hui pour les mathématiques, le rapport à la technologie. Nous posons la question. Élément de réponse, Carmel Madjiakapou. 1X. Les mathématiques et leur rôle dans le développement économique et technologique. La plupart des problèmes en économie, biologie, santé, communication et énergie, entre autres, sont décrits par des équations mathématiques. Et pour étudier ces problèmes de manière rigoureuse et trouver les solutions les plus appropriées, les mathématiques se révèlent incontournables. Les mathématiques interviennent dans tous les domaines de la vie. Quand vous parlez de l'innovation technologique, c'est les mathématiques qui sont à la base. Les transformations, les images, tout ce que vous voyez qui interviennent. Par exemple, quand on parle d'innovation, c'est quoi d'abord là? C'est le mode de production ou bien le mode de génération. C'est dans les générations de production qui existent et qui impactent la vie de tous les jours. Dans les sociétés, dans nos villes, là, il y a le design urbain a été complètement repensé grâce à ces technologies-là. Et ces technologies proviennent de ces modélisations-là. On modélise tout. En économie, il y a des modélisations mathématiques et il y a un domaine qu'on appelle aussi l'épidémiologie mathématique qui a beaucoup d'impact au niveau de la médecine. Par exemple, ici, la propagation de l'hypaludisme, il y a des modèles mathématiques qui traduisent ça. Et puis on peut savoir à quel type, quand est-ce qu'on peut intervenir pour réduire l'accès dans le phénomène-là. Il y a des modèles mathématiques qui interviennent par exemple dans toutes les maladies. Dans les recherches contre le virus du sida, il y a des modèles mathématiques qui utilisent ce qu'on appelle en algèbre de Lie, qu'on appelle les algèbres de Lie, qui traduisent le comportement du virus dans le sang. Tout ça, c'est des modèles mathématiques qui justifient là. Il est clair que les mathématiques sont un outil indispensable pour l'innovation et la nouvelle technologie. Moi, je travaille dans un domaine qu'on appelle l'analyse de Fourier. Vous savez que l'analyse de Fourier, c'est la base de l'informatique. Les images que vous voyez maintenant à la télé ne sont pas les images qu'on voyait avant. Le son qu'on écoute actuellement ne sont pas exactement les sons qu'on écoutait avant. Tout ça, ça a été dû à un certain mathématicien qui s'appelle Fourier, Joseph Fourier, qui a travaillé dessus pendant un certain temps, déjà 100 ans, je crois, et sur lesquelles les applications qu'on a là, les applications de cette transformation de Fourier permet d'améliorer le son, permet d'améliorer l'image, permet même est la
base du scanner, là. La modélisation mathématique, c'est une façon de modéliser, de trouver des modèles scientifiques, des modèles mathématiques, de traduire en expression mathématique tout phénomène dans la vie de tous les jours qu'on connaît et pouvoir prédire. Alors, pour relever les différents défis de la nouvelle technologie et de la société tout entière, les mathématiques s'imposent comme une réponse rapide. Il convient, comme le disent les experts en calcul, de développer de nouvelles méthodes en continu pour répondre aux demandes et résoudre les problèmes les plus complexes de la technologie et du numérique. Autre sujet évoqué ce soir, les assises africaines sur la télédermatologie. Nous y sommes. C'était la semaine dernière à Lomé, les échanges entre dermatologues présents dans notre capitale, le compte rendu de Ekwesala. Ce dernier jour des deuxièmes assises sur la télédermatologie africaine a traité essentiellement des questions liées à l'albinisme en Afrique. La parole est donnée aux associations d'albinos des pays ici représentés d'exposer les différentes actions menées dans leurs pays respectifs et les difficultés rencontrées dans la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. 2 jours d'intenses travaux qui se sont achevés sur de beaux auspices. Alors il nous a semblé très important à la suite de la journée consacrée à la télédermatologie d'aborder la question des personnes atteintes d'albinisme parce que évidemment le lien c'est la nécessité d'avoir des soins dermatologiques, une nécessité vitale chez les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons pu ainsi faire le point sur les programmes en cours et aussi lancer très officiellement le nouveau programme au Togo. Comme acquis direct de ce rendez-vous de Lomé, la Fondation Pierre Fabre va accompagner l'Association nationale des albinos du Togo dans la mise en œuvre de son projet de prévention et de prise en charge des maladies cutanées des personnes atteintes d'albinisme. Le projet va durer 3 ans. Nous sommes fortement exposés au cancer de la peau en raison de l'exposition aux rayons solaires. Dans le cadre de ce projet-là, on a voulu agir sur la prévention pour éviter que les personnes qui ne sont pas encore atteintes de ces cancers-là ne le soient jamais et celles qui le sont déjà puissent recevoir des traitements appropriés. Et les spécialistes en dermatologie se sont séparés pour se retrouver dans 2 ans. Mais pour l'heure, le pays qui va accueillir les 3e assises sur la télédermatologie africaine n'est pas encore connu. Et qu'en est-il justement de la dermatologie, la télédermatologie au Togo? Il y a en effet 1 an que la pratique a été initiée chez nous. Quel bilan donc après 12 mois d'exercice? Eh bien on voit ça dans ce dossier de la rédaction de Céciné Ekwesala. L'urticaire, la gale, la teigne, le zona. Des maladies de la peau dont les spécialistes sont encore peu nombreux pour les traiter. Au Togo, seulement 16 dermatologues s'occupent des patients sur toute l'étendue du pays. Conséquence, lenteur dans la prise en charge. Depuis 1 an, le pays a opté pour la télédermatologie en vue de répondre au mieux aux besoins des personnes souffrant des maladies de la peau. Comme il n'y a pas assez de dermatologues au Togo, on forme des paramédicaux, notamment les généralistes, les assistants médicaux, les infirmiers qui dirigent les centres périphériques, notamment les infirmeries, les centres médico-sociaux, sur la prise en charge des maladies dermatologiques courantes. On les apprend aussi à prendre des photos. Et dans leur pratique quotidienne, dès qu'ils ont des difficultés devant le malade, ils prennent les photos et ils mettent ces photos sur la plateforme. C'est une plateforme francophone qui est protégée, qui est confidentielle, et donc seuls ceux qui ont, les professionnels ont accès à ça, donc ça assure la confidentialité. Et maintenant, nous les dermatologues qui sont à Lomé, on va sur la plateforme de façon instantanée, ou plus ou moins 4 heures de décalage. On regarde l'information qu'il nous a envoyée en termes d'histoire de la maladie, de malade, de l'âge, du sexe. La photo qu'il a envoyée en fonction qui montre la maladie, et maintenant on répond, on l'aide à faire le diagnostic correct et on le propose sur un traitement approprié. Il y a des affections plus compliquées où dans ce cas le malade a voulu se déplacer à Lomé. Mais globalement, sur 7 malades sur 10 vus dans ces centres périphériques-là peut être pris en charge à travers la dermatologie en améliorant la qualité de diagnostic et de traitement. Le projet est entré dans sa phase pratique il y a seulement 1 mois.
Et déjà, plus de 200 cas sont traités via la plateforme. Ceci grâce aux médecins formés dans quelques centres de santé périphériques du pays. On était surpris même de l'engagement des professionnels. C'est vraiment un point positif. La première semaine, on a réglé le problème d'Internet. Il y a des zones où l'Internet n'est pas très fort. Et donc, pour envoyer les images, ça prend du temps. Mais passer ce problème d'Internet, la plupart sont très engagés. Et tous les centres envoient pratiquement 3 à 4 cas par semaine. Ça montre qu'il y a quand même besoin. Et tous les sites, les 20 sites, ont déjà envoyé plusieurs cas. Donc, ça montre qu'il y a des besoins sur le terrain et que les gens sont engagés. Le Togo est le 3e pays de la sous-région à opter pour la télédermatologie après le Mali et la Mauritanie. L'expérimentation de ce dispositif va durer 5 ans. 5 ans au bout desquels 100 professionnels de santé devront être formés dans ces 4 centres de santé périphériques des différentes régions du pays. Les résultats enregistrés en seulement 1 an le prouvent. Le pays est sur la bonne voie. Et puis ça là, merci. J'allais un peu de spectacle avant de refermer cette édition du soir. Grande démonstration des chevaliers de Saint-Jean. La parade a eu lieu dimanche au stade omnisport de Lomé. Le public semble être conquis. Le récit de Lucassi. Grande démonstration de parade des chevaliers et dames auxiliaires de l'Ordre international de Saint-Jean, du district 1 de l'archidiocèse de Lomé et du diocèse d'Aného. Dans leurs différentes composantes, ils se sont présentés au public venu les découvrir. Organisation ecclésiastique, l'Ordre international de Saint-Jean défend les valeurs de l'Église catholique romaine. Elle s'évertue à inculquer à ses membres les principes du christianisme, la pratique des vertus civiques et patriotiques. Nous faisons des formations sur le plan social, nous faisons des formations sur le plan spirituel et la formation paramilitaire. Nous faisons la promotion des bonnes œuvres, nous faisons la promotion de parole de Dieu et nous collaborons avec les prêtres sur la paroisse pour la bonne marche de leurs activités. Et nous fêtons notre fête patronale le 24 juin, qui est Saint-Jean. Les 3 bataillons que compte le district 1 ont compéti entre eux. Ils ont présenté chacun des manœuvres chorégraphiques et rythmées. À l'issue des prestations, ce sont les bataillons 1 des chevaliers et 2 des dames auxiliaires qui se sont adjugés les premières places. Nous avons la session paramilitaire. Nous avons voulu organiser la démonstration militaire pour montrer à la population cette session militaire de Saint-Jean. L'organisation de cette démonstration de parade intervient à l'occasion de la célébration de la fête patronale de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean international et Dames auxiliaires. Ces chevaliers et dames auxiliaires font partie intégrante de l'Église catholique. Ils prennent part aux activités socio-économiques et culturelles du Togo. Et voilà, grande parade, c'est tout simplement majestueux. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Guérin-Kouka et partout dans la préfecture. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée.